Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à 3624, le podcast. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Audrey et Guillaume des Nettoyeurs Whites et de Monolith, une agence marketing. On a adoré l'épisode. Pour moi, c'est encore un autre coup de cœur. Ouais. C'est un duo de feu. Premièrement, ils se complètent si bien. Là, ils ont vraiment, vous allez voir à travers l'épisode, des forces qui, ensemble, créent la force. Puis, ils sont tellement, là, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, je leur ai dit, ils sont tellement avant-gardistes, puis c'est naturel. On dirait qu'ils vivent comme dans le futur, ces gens-là. Oui, mais vous comprenez pas, là. Genre, puis on dirait même pas que c'est forcé, là. Tu sais, c'est vraiment naturellement leurs idées d'entreprise parce qu'ils ont plein d'idées qui sont vraiment intéressantes. Leurs idées d'entreprise sont super avant-gardistes. Puis, tu sais, eux, des NFT, là, ils créaient ça en 2007, là. Moi, je savais même pas c'était quoi aujourd'hui. Puis en 2007, ils faisaient un NFT. Voyons donc. Tu sais, Don't Cite Me, là, mais comme. Il y a 5 minutes, je savais pas c'était quoi, là. Je le dis comme si de rien n'était. C'est ça. Fait que, en tout cas, super gentil. Un beau duo. Puis très, très inspirant, honnêtement. On est vraiment inspirés. Ouais, là, ils ont vraiment des belles entreprises. Puis d'ailleurs, ils sortent bientôt leur. Ou c'est peut-être sorti, là, du moment où vous allez voir l'épisode, mais ils sortent bientôt leur gamme de produits, tu sais, comme nettoyants, là, pour la lessive. Des détergents pour la lessive. Ouais, détergents pour la lessive. Et je sais pas s'il y a autre chose, là, mais on a surtout parlé de ça. Puis qui est de la marque White, dans le fond, là. Puis Maison White. Et tout est fait au Québec. La bouteille, le bouchon, le liquide. Produit. Ça, c'est fort. Je trouve ça vraiment inspirant. Ouais. Des fois, c'est difficile là, de tout faire au Québec et pour eux, c'est super important et c'est une valeur très bien incultée. Incarnée dans... Non. En tout cas, on a vraiment aimé notre épisode. Bien. On vous retient pas plus longtemps. Merci Audrey et Guillaume de votre passage. Puis on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode. Allô Audrey, allô Guillaume. Allô. Salut. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Très bien, toi? Ça Merci. va bien. Merci d'être ici, premièrement. Merci. Fait que là, on aimerait commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi vos titres, c'est quoi vos entreprises pour que les auditeurs sachent un petit peu, là? Absolument. On a deux entreprises, les Nettoyeurs Whites et Monolith. Les Nettoyeurs Whites, c'est moi et Audrey ensemble. Monolith, j'ai ça toute seule que j'ai lancé en 2010. Puis mon titre chez Whites, c'est VP. Puis Audrey, c'est présidente de Whites, celle qui gère pas mal toute l'entreprise. Puis moi, je suis le président de Monolith. OK, cool. Puis là, moi, les deux, on vous a connus par TikTok. Ouais. Toi aussi, c'est ça. The GG Family. The GG Family. Fait que fut un temps où vous étiez un peu plus actifs qu'aujourd'hui. Ouais. Puis je crois que c'était pas mal toi qui vloguais genre un peu votre quotidien puis tout ça. Puis là, vous avez arrêté parce que vous êtes trop occupé, j'imagine? Ou... Trop occupé. Oui, exact. Ouais, mais on c'est prévoit ça. un retour, là, c'est progressif. Il n'y a pas eu un retour, là, pas longtemps? Oui, c'est ça. Il y a une autre vague qui est arrivée, fait qu'on s'est calmé un peu. Mais là, ça revient. C'est que je continue de filmer à tous les jours des vidéos. Je fais juste pas les publier. T'es sérieuse? Mais tu pourrais peut-être engager quelqu'un qui fait le montage pour toi si c'est ça qui te freine. Sur la table. Ah! OK. Très bonne idée. J'aime ça. Fait que là, vous êtes, tu sais, j'ai regardé, je les connais, vos entreprises, à cause justement de quand je vous suivais, je trouvais ça bien cool, mais justement, les Nettoyeurs Whites, c'est une entreprise de nettoyage de vêtements comme on va faire nettoyer, sauf que c'est genre, clairement là, c'est tellement beau, oui, c'est ça. Vêtements, tu fais confiance. D'habitude, c'est comme louche dans un coin sombre, là, t'es genre white, tout est beau, tout est clean, genre t'as l'impression que ton vêtement va revenir plus beau qu'avant. Là, oui, non, j'espère. Ouais. C'est ça. Puis après ça, Monolith, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. oui, c'est comme une agence de branding, Branding, développement web, développement d'applications, puis on fait du Web 3, tout ce qui on en parlait tantôt brièvement, Web 3, crypto, NFT, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment plus toi, dans le fond, qui est genre dans cette sphère-là de... Ouais. On est une petite équipe de 10 personnes. Quand même. On déménage. Une petite équipe de 10 personnes. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est une petite équipe. Puis on spécialise surtout en design, en programmation, back-end, front-end, puis un petit peu crypto. On fait un petit peu de vidéo aussi. OK, fait quand même un peu de crypto dans l'entreprise. Fait que, Ouais. OK, ça, c'est intéressant. Quelques projets crypto pour les clients puis pour nous. Wow, OK, on commence de quel côté, là? Est-ce qu'on commence dans White? On commence par White. White, ok, parfait. cool. Ouais, mais si vous voulez du jus Avant de de Guillaume, se je commencerai avec la crypto. Quand c'est crypto, on va vraiment plonger dans... Moi, je essayer connais de comprendre. absolument rien. On va commencer un peu avec les nettoyeurs White. Ok. Comment toi, tu gères ton quotidien? C'est quoi, en fait, ton quotidien, là?
La question la plus dure pour commencer. Mais on n'a pas vraiment de routine. En ce moment, on est très planification, développement. Fait que c'est vraiment au jour le jour. Ouais, au jour le jour. À chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. On est tellement en train de développer des nouveaux projets, des nouveaux produits aussi. Fait que mon quotidien, c'est juste d'éteindre les feux. Ouais, c'est essayer de tout faire ce que je peux, mais il n'y a pas de routine là, en ce moment. J'ai hâte d'en avoir une, honnêtement. J'ai hâte que ça se calme puis que ce soit plus géré. Mais ça va. Ouais. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez cette entreprise-là? Depuis 2018, ça va faire 5 ans cette année. Mais on a commencé officiellement les activités là, au 1er avril 2019. L'année d'avant, c'était de la construction. Fait qu'on a construit notre usine, planifié qu'est-ce qu'on faisait, ça a pris 1 an à peu près. Puis, dès le début, c'était comme les mêmes Nettoyers Whites qu'on voit aujourd'hui par rapport au look, là, mettons? Oui, dès le début, ça a toujours été ce que c'est là. Au début, on voulait commencer vraiment plus petit. On parlait d'avoir un magasin, la machinerie à même le magasin. Puis finalement, on a complètement changé notre plan d'action. Finalement, on est allé pour une option décentralisée. Fait qu'on a une usine à Hochelaga qui dessert en ce moment tous nos magasins. OK. Fait que à ce niveau-là, ça l'a changé, le plan de match. Mais sinon, le magasin, le look, ça... L'esthétique est c'est same. Oui, ça a toujours été clair. C'est toi qui est comme un peu une passion pour genre le homestaging, que ce soit beau ou non, oui. Ben en fait, c'est le côté fun de la compagnie pour moi, c'est ça en ce moment. C'est d'ouvrir un magasin, de le designer, tout le côté esthétique. Moi, c'est vraiment ça mon petit bonheur. Là. C'est là que je vais le chercher, là, c'est pas dans la comptabilité. Tu le fais très, très bien. Là, on accroche tout de suite. Ben, moi, c'est ça que je trouve le fun. Fait que ma passion, elle passe par ça. Oui, vraiment. Puis c'est quoi, justement, genre le branding? Ouais. C'est quoi la personnalité des Nettoyers Whites? Je sais pas si c'est trop flou comme question, mais d'un point de vue marketing, là, c'est qui votre client cible? Puis... Notre client cible, honnêtement, pas mal tout le monde qui a du linge à faire nettoyer. C'est à partir, je pense, de 18 ans que les gens commencent à aller au bureau puis à mettre des habits. Ben, notre clientèle cible, c'est vraiment le monde, surtout qui met des habits à tous les jours, des chemises, tous les manteaux, les robes de mariée, les robes de bal, tout ce qui se nettoie pas à la maison, notre client cible, il se trouve là-dedans. Même des couettes de lit trop grosses pour votre machine à laver. On fait ça, les tapis, tout ce que vous pouvez pas faire, nous, on le fait. Tout ce qui détache pas, nous, on le fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu crois qu'avec le temps, ça s'est comme développé à être genre des gens un peu genre des femmes d'affaires, des hommes d'affaires et tout, qui aiment le vibe que vous dégagez, ou vous avez vraiment définitivement de tout, là? On a de tout, mais... On n'aurait pas pu avoir cette conversation-là il y a 2 ans parce qu'on n'avait pas autant de magasins que maintenant, mais là, on a des magasins dans différents endroits, même qu'on en a 3 dans le même quartier, puis selon où est-ce qu'on est sur telle rue, la clientèle est différente. Ah oui? À moins de 5 minutes, ouais. Fait que c'est vraiment le vibe white va attirer des gens qui aiment ça, la présentation, qui sont bien dans le magasin, puis on a un magasin qui est pas sous notre nom, qui est sous un autre nom, qui est moins développé esthétiquement, puis c'est un autre complètement genre de clientèle que eux, le design, s'en fout. Il va juste que le linge soit bien fait. C'est ça, je me dis, parce que, tu sais, pour développer des magasins de nettoyeurs de vêtements qui sont aussi beaux que les vôtres, il faut quand même que vous avouez que vous visez une clientèle un peu différente que, genre, l'autre magasin qui est pas brandé. C'est ça. Mais on voulait faire différent. On a regardé l'offre qu'il y avait sur le marché, puis on s'est dit, il y a tellement de place pour faire autre chose, à amener le nettoyage en modernité. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on s'est dit. Il faut que ça arrive en 2023. Ouais, c'est une industrie qui n'avait pas été renouvelée, puis il fallait mettre ça beau, mettre ça propre, puis une expérience plus intéressante. Fait que... Mais honnêtement, à la défense de tous les autres qui ont des nettoyeurs, c'est pas tant de leur faute que ça prend tellement d'argent pour... La barrière à l'entrée est tellement grande, puis les gens qui font ça, ils font ça depuis 40 ans. C'est pas vrai qu'à 65, 70 ans, ils vont aller se réinvestir un autre demi-million en machinerie neuve, là. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, il y a de la place pour une nouvelle génération qui veut faire ça. Tu sais, c'est vraiment... C'était le temps pour ça. La pandémie aussi, ça a fait qu'il y a comme une sélection naturelle, veut pas, qui s'est faite, que ceux qui voulaient prendre leur retraite, ben c'était le bon moment pour la prendre. Puis tu sais, est-ce que... Il y avait vraiment une place pour nous. Il y avait de la place pour du nouveau, que ça aurait été nous, ou quelqu'un qui aurait fait ça un peu moins flamboyant, là, ça aurait passé aussi. C'était juste... Ben là, attends, vous avez combien de magasins? Oui, c'est ça, j'allais demander. Là, on en a 4. OK, 4. Avec l'usine, ça fait 5. Puis, est-ce que vous faites des acquisitions ou vous les partez de zéro, vous trouvez un local, puis là, vous partez? On a parti 1-0, qui est notre premier, puis les autres, c'est toutes des acquisitions. Fait qu'on a acheté la compétition. Puis... D'où est venue l'idée? Est-ce que c'est vraiment comme une analyse du marché, puis parce que vous avez la fibre entrepreneuriale, ou... Ben, parce qu'on a la fibre entrepreneuriale, oui. Une analyse du marché, non. OK. Non. Fait que pourquoi des nettoyeurs de vêtements? Ben, Guy puis moi, ça fait longtemps qu'on est en affaires. Guy, plus longtemps que moi, ça fait 10 ans. Puis... Ouais, 10, 15 ans. Mon chiffre, il est bon. Puis dans le fond, moi, avant, j'avais des studios de photographie. J'ai vendu ma compagnie maintenant. J'ai vu ça aussi. Puis
conversation comme ça, ma mère m'a dit « Hey, mon nettoyeur, il a fermé, ça va vraiment pas. Partez-vous-en, dont un. » Elle voulait régler son problème demain. J'ai dit « Mon Dieu Seigneur, jamais de la vie. » Puis c'est une conversation qu'on a eue, puis je me suis dit, on s'est dit « Jamais on va faire ça. » C'est vrai? Ah ouais, on était là, hey, ça va pas l'idée. Puis finalement, honnêtement, dans les 6 mois qui ont suivi cette conversation avec ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a rencontré les bonnes personnes au bon moment. Toutes les étoiles étaient tellement alignées que ça s'est fait. Je me souviens même pas comment, mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Ouais, puis c'est parti d'une joke, vraiment. C'était des circonstances, dans le fond. Vraiment. C'est souvent ça, en entrepreneuriat. Là, vraiment, mais jamais on n'aurait pensé faire ça de notre vie. Non, c'est ça. Jamais. Là. Ouais, on voyait ça vraiment comme une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Puis finalement, on a investi dans ça, on a bâti le premier commerce, on a finalement décidé de bâtir le plan de nettoyage qui n'était pas dans les plans au début. Puis finalement, la pandémie est arrivée. Fait que ça a fait qu'on ne pouvait plus servir personne. On avait moins de clientèle qu'on pensait avoir la première année. Puis on a quand même continué de faire des acquisitions pendant ces années-là. Ouais. Puis après ça... Pendant que le marché était mort, nous, on a continué, on a grossi d'autres commerces. On s'est dit, ben là, c'est le temps, il ne se passe rien, on va le faire, tu sais. Fait que là, ça, c'est notre première vraie année, pas pandémie. C'est tout opérationnel. Camille, elle a racheté... J'ai racheté en 2019, moi, le salon que j'ai aujourd'hui. Okay. Puis c'est ça, même affaire, là. Tu sais, avec ma comptable, j'étais comme, OK, on retravaille-tu le budget? T'es comme, ben oui, mais attends un petit peu, on va s'arrêter sur ton 2022 parce que avant ça, on avait fermé 3 mois, on avait fermé 2 mois là, exact. Une semaine là, puis... Tu sais pas c'est quoi rouler à plein feu une vraie année, là. Non. Ouais. Exactement, là. Puis comment vous avez fait pour avoir ce minding-là de nous, on continue? Ouais. Malgré le fait que tout était arrêté, c'était épeurant quand Ben, même. on n'avait pas vraiment le choix. OK! On n'avait pas le choix. Mais financièrement, mettons, si c'est pas indiscret, genre, comment vous y arriviez, genre? Ben, nous, dans le fond, on a quand même les reins solides. On est chanceux, on a un bon entourage. Ouais. Puis ça n'a jamais été une question de fermer. On peut pas. On a pris un an pour construire une usine, pour construire des magasins. On a des employés. On peut pas juste tirer la plug puis disparaître parce que ça nous tente plus, là. Fait que c'est pas parce que c'était un struggle financier, c'est pas ça, mais c'est juste, on est parti. Let's go. Let's go. Ouais. On va toffer, on va être patient pendant la pandémie, puis un moment donné, ben, ça va bien finir. Ben, c'est ça. On est là. Ça fait bien du sens, là, quand même. Exact. Mais je trouve ça intéressant. Puis toi, justement, avant l'Inter White, c'était dans les studios que là, ça t'a laissé aller. Puis... Oui, je l'ai vendu. Ça a donné qu'avec White, ça s'en venait vraiment trop. Puis la compagnie, elle roulait. J'ai eu une offre que je pouvais pas dire non. Le timing était super bon. J'ai dit, OK, parfait, tu je vois vends ça comment? Ben, tu vois ça comment? C'est une grosse question, là, mais tu sais, nous, à Sherbrooke, il n'y a pas ça, là, des studios aussi beaux que ce que vous offriez. Il y en a pas. Il n'y en a pas, non. Je peux pas louer Je me questionnais à m'amener parce qu'à Montréal, il y en a quand même quelques-uns maintenant. Moi, j'étais dans les premiers, honnêtement, à ouvrir. Puis après ça s'est mis à exact, à pousser comme des champignons. C'est ça. Littéralement. Est-ce que c'est un domaine quand même payant ou... Dans le temps que je le faisais, quand j'ai commencé à faire ça, c'était extrêmement payant au sens que tout le monde cherchait ça. Ouais. C'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui avait le budget pour mes installations, parce que j'avais quand même des très gros studios, mais j'avais des demandes à tous les jours. Autant pour des petits films, des productions vidéo, n'importe quoi. Tu sais, les gens, ils vont prendre le studio pour une fête même ou pour une entrevue avec quelqu'un. C'est vraiment ils ont besoin d'un espace qui n'est pas leur maison. Tu sais. Ouais. Fait que pour ça, à ce niveau-là, c'est lucratif. C'est très compliqué à gérer comme business au sens où tu as des gens qui rentrent chez toi tout le temps, il y a de l'entretien de matériel qui se fait. C'est très prenant, très demandant. Puis les attentes sont très grandes parce que les gens, ils louent. Ben là, OK, t'as-tu des softbox? T'as-tu une caméra? Il y a beaucoup de choses, tu sais. Fait que oui, c'est lucratif. Je peux pas, par contre, dire si en 2023, ça l'est encore parce qu'il y a tellement de studios qui sont apparus depuis moi que j'ai ouvert en 2017-2018. Tu sais, comme là, il y en a beaucoup. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est ça, mais vous êtes vraiment avant-gardiste dans vos idées. Là. Je sais pas si c'est voulu ou non, là, ben, peut-être pas, mais tu sais, le studio de photo, tu le fais avant tout le monde. Là, les nettoyeurs, genre, c'est un virage. C'est là. De ton côté aussi. De ton côté, c'est très avant-gardiste, là, mais justement, si on rentre un petit peu là-dedans. Attends, non, avant. J'aimerais savoir votre background, vous. Est-ce que vous avez étudié en quoi que ce soit là-dedans ou non? Tu sais, pas de gêne. Il y a souvent beaucoup Moi, je suis un drop-out. Ouais, j'ai fini mon secondaire. Puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on reçoit, c'est ça. Là, c'est ça. J'ai étudié brièvement au Vieux-Montréal en dessin animé. Fait que j'ai un background, mettons, d'histoire de l'art, d'anatomie, de design de perspective, tout ce qui est dessin, finalement. Puis il y avait un petit peu de logiciel dans ça. Puis je m'en ai étudié en architecture. Puis finalement, je me suis engagé pour une compagnie de menswear pour être leur designer graphique. Fait que je suis rentré là comme designer graphique, puis j'ai fait la proposition à la compagnie d'avoir ma petite collection à l'intérieur de la compagnie de menswear. Puis moi, c'était une collection pour les jeunes. Puis le concept, c'était que les vêtements étaient dans des boîtes de céréales, puis tout était vraiment flyé avec des sacs Ziploc comme de sandwich, mais
En tout cas, une affaire capotée. Puis j'ai fait la présentation à toute l'équipe de la compagnie de menswear. Je pensais pas qu'elle allait dire oui à mon projet parce que c'était flyé puis c'était carrément un autre domaine. Finalement, ils ont dit « Guillaume, tu sais quoi? OK, oui, on va te donner 100 000 pour la production de ça. » Et c'est quoi? Fait que là, moi, j'avais jamais eu de funding pour mes projets. Là. Je faisais imprimer des T-shirts par-ci par-là que je vendais à mes amis, en tout cas à Blainville dans le temps. Fait que finalement, j'ai eu cette opportunité-là. On a fait la collection de vêtements. Il y avait des jeans, il y avait des chemises, il y avait des cardigans, des hoodies, des t-shirts, plein d'affaires. Puis on a commencé à vendre dans des petites boutiques de skate. On a vendu dans des merceries aussi. Puis finalement, j'ai demandé un budget pour faire un site web à la compagnie. Puis on dit, Guillaume, tout le budget, c'était 100 000 de production. Fait que arrange-toi avec ça. Fait que là, finalement, je dis, bon, OK. Fait que là, je vais essayer de m'arranger pour faire le site web. Fait que j'ai appris à faire de l'HTML, un petit peu de CSS pour avoir une plateforme basic en ligne. Puis j'ai mis le site web en ligne pour être transactionnel, pour faire des ventes en ligne. On retourne, c'était comme en 2007. Puis finalement, j'avais aucune visite, j'avais aucun achat, aucun client. Fait que j'ai décidé dans ce temps-là de partir un autre site web de mon côté qui s'appelait ahoodie.com. Puis le but derrière ça, c'était de ranker pour le mot hoodie. Fait que moi, je voulais juste écrire des articles sur Nike, Adidas, Bape, Reebok, toutes les Louis Vuitton, Chanel. Puis parler de leur collection de hoodies de crewneck, puis d'introduire ma collection de vêtements pour faire des ventes à l'autre compagnie. Fait que j'ai fait ça, sauf que finalement, le site web qui parlait des autres marques a plus levé que la collection de vêtements, puis il a commencé à avoir beaucoup de trafic. Il y a des gens qui m'ont demandé d'écrire des articles là-dessus, puis ça a commencé à grossir. On avait des millions de visiteurs par année. Puis on commençait à mettre des petites publicités sur le site web. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas faire plusieurs sites web comme ça, d'avoir de la pub, faire des revenus avec ça. Fait que je voulais bâtir un network de sites comme ça. Fait que j'ai laissé la collection de côté. Je suis parti à mon compte avec un associé. Puis c'est là qu'on est devenu une agence de branding, marketing, tranquillement pas vite, puis faire des sites web. C'est continue après ça. Tu dis ça, puis aujourd'hui, il y en a des compagnies qui vendent leurs hoodies dans des boîtes de céréales, là, dans le sens que moi, j'ai déjà vu ça passer il y a quelques années, puis tout. Fait que c'est fou, là, genre, vraiment avant-gardiste. Je trouve ça intéressant. Puis on dirait que de la façon dont tu le racontes, c'est comme... C'est dans toi, parce que t'as pas l'air de dire je me suis cassé le bessic pour comme avoir l'idée. C'est naturellement, genre tes idées sont super avant-gardistes, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est comme ça que tu t'es rendu à avoir l'agence. Puis de ton côté, c'est-tu similaire? C'est pas la même histoire. Non! Non, dans le fond, moi, je pensais toujours que j'allais être une scholar, que j'allais aller à l'école, puis j'allais graduer à l'université. Ça s'est pas fait. Je me suis rendue jusqu'au HEC, puis après un an, j'ai lâché, je comprenais rien. Honnêtement, là, j'avais beau avoir des tuteurs, j'étudiais vraiment fort, puis j'arrivais devant les examens, puis c'était du chinois pour moi. Puis je me suis dit, mon Dieu, je suis peut-être moins intelligente que je pensais, tu sais. J'arrivais pas. Toutes mes... Mais non, je sais que c'est pas ça. Mais dans ce temps-là, tu sais, il y a 12 ans, tu sais, fait que c'est ça, je regardais tous mes collègues de classe, puis eux, my God, ils étaient tellement allumés, puis ils comprenaient la finance, puis je suis là, moi, ça marche pas. Puis pendant ce temps-là, j'arrivais toujours vraiment tôt à l'école, à 5 h du matin, parce que j'habitais sur la Rive-Nord, HEC à Montréal. Puis j'avais comme 1 heure à tuer le matin avant les cours. Puis Tumblr était bien populaire dans ce temps-là. Puis j'ai commencé comme à reposter des photos là-dessus. Puis j'ai compris que j'aimais tellement ça, les photos. C'était comme mon seul bonheur dans ma journée quand j'étais au HEC. Là. C'était ça. C'était de bouger les photos. Puis je prenais même pas de photos à ce moment-là. Puis à un moment donné, j'étais dans un examen du HEC, un examen de la première année. Puis je suis juste partie en plein milieu de l'examen. Je lisais l'examen, je comprenais rien. Je dis là, ça va faire. Là. Comme j'étais malheureuse, ça n'avait pas de bon sens. Je me suis souvent en plein milieu de l'examen, j'ai appelé ma mère, j'ai dit ah ouais, elle dit ah t'es partie, elle savait que j'étais partie en plein milieu de l'examen, j'ai dit ouais, elle dit je savais que c'était pas pour toi. Fait que là je suis comme ok, cool, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu sais. Fait que là elle voulait que j'aille en écriture, tu sais, comme ça n'a pas rapport. Fait que là finalement je dis à mon père, je fais ok, tu sais comme plan de maths, j'aimerais ça aller étudier en mode, tu sais. Fait qu'il me dit ok, c'est good. Fait que je recommence un autre bac en mode. J'ai fait les 3 ans. Okay. Fait que tu sais là ça fait quand même 4 ans que je suis allée à l'université, puis j'ai toujours pas de diplôme à ce moment-là. Puis au dernier cours, le bac du CAM en fashion business, il faut que tu te partes une fausse compagnie avec 3-4 collègues de classe. Puis moi, j'étais comme, aïe, partir une fausse compagnie, tu sais, 4 mois de ma vie à partir de quelque chose de faux avec du monde que je ne reverrai jamais. Fait que je suis allée voir la direction, puis je leur avais dit, est-ce que je peux faire ma propre compagnie? Tu sais, j'avais une idée, tout. Ils m'ont dit, non, désolé, c'est en équipe. J'ai fait, j'étais, OK, ciao, tu sais. Fait que là, finalement, au moment où ça se donnait, ils m'avaient mis en stage chez Essence, qui était une compagnie qui est quand même... C'était quand même gros, mais c'était pas gros comme c'était maintenant. Puis par erreur, au lieu de me mettre dans le département de marketing, ils m'ont mis dans le studio de photo. Puis ça a été la plus belle erreur de ma vie. J'ai fait, aïe, moi, il faut que je sois photographe. C'est genre, c'est ça. Tu sais, les photos, toutes s'alignaient. Puis j'étais là, aïe, je pense que j'ai un œil. Finalement, je me suis restée avec mon père, qui me payait mes études. Puis j'ai dit, écoute, le bac de moi, je finirai pas.
Je sais qu'il reste 2 mois, mais j'ai dit, je peux plus. Tu sais, j'étais en train de mourir là-bas, mais j'ai dit, j'aimerais vraiment ça de faire la photo. Puis là, il m'a regardé, il a fait, oh my God. Il dit, mon père, moi, c'est un financier. Tu sais, fait qu'il dit, t'auras pas de diplôme universitaire. J'ai dit, non. Il dit, OK. Il dit, mais il dit, Audrey, c'est le dernier cours que je te paye. Il dit, ça marche, puis après ça, sinon, good luck. Tu sais, fait j'ai fait, oh, OK, ça marche. Puis finalement, j'ai fait le cours de photo. C'était un deck, puis j'ai fini première de ma graduation. Fait que, tu sais, comme de ma promotion. Fait que c'était super. Tu sais, j'étais vraiment sur mon X, je fais de la photo, go. À ce moment-là, je rencontre Guillaume. OK. Je fais mon exposition finale. Tu étais là, d'ailleurs? T'es là. Super. Puis, tout allait bien. Fait que là, je disais à Guillaume, je fais, hey, il faudrait que j'ouvre mes propres studios de photo. Tu sais, j'en voulais un. Je voulais mon studio pour recevoir mes clients, puis tout ça. Je pars le studio, je fais ça, c'était comme en 2016. Je reçois mon premier client. Aïe, ça s'est pas bien passé. C'était... Les clients, ils me disaient que tout était beau dans le studio. Après ça, le back and forth, ils aimaient plus la photographie, comment c'était. Je fais, hey, finalement, je dis à Guillaume, je dis peut-être que finalement, moi, c'est de la photo juste pour moi que j'aime. Comme dealer avec le client, puis c'est les aléas de ses humeurs, je dis peut-être que c'est pas fait pour moi, tu sais. Fait que... semi-remise en question, je me dis, oups, qu'est-ce que je fais? Je vais louer le studio en attendant que je figure. Au moins, il y a de l'argent qui va rentrer. Puis ça s'est tellement fait vite, la location de studio, qu'après ça, j'ai même pas eu à me poser de questions. C'était juste tout le temps loué. Puis ça a parti comme ça. Et malheureusement, ce jour, je n'ai jamais repratiqué la photo autant que ça. Ah non, ouais. Fait que c'est quand même mon petit... je désire faire de la photo encore tout le temps. J'y pense, ça fait quoi, 6 ans? Oui. J'en ai pas refait autant que c'était ça comme... qui était vraiment pour moi. Puis c'est ça. Hey, Puis mais... après ça, White, c'est arrivé. Puis... Wow, c'est fou quand même parce que, tu sais, t'as quand même recommencé 3 formations, puis tu sais, même si tu dis, ah, puis l'école, c'est j'ai pas pour pas moi. le diplôme, mais c'est sûr, j'ai appris quelque chose en passant 4 ans à Mais non, mais l'université. là, t'as pas de diplôme, mais il te manque genre un cours. Tu sais, comme... T'as quand même vraiment persévéré à travers ça, puis ça, c'est assez inspirant. Mais pour moi, ça avait jamais été une question de pas aller à l'école avant ça. Je veux dire, moi, ma famille, tout le monde autour de moi, on va à l'université, on a nos diplômes, puis finalement, je suis celle de toutes mes amies qui n'a pas de diplôme. Mais c'est ça, puis tu sais, tantôt, je vous ai posé la question parce que la grande majorité des gens qu'on reçoit, ils n'ont pas fini leur rien. Ouais, c'est vraiment rare. Ben, ça fait quand même du sens, là, parce que quand t'es entrepreneur, là, t'es genre... Mais souvent, ça donne que t'as moyen un profil académique, tu sais, puis ben... Des fois, oui, là, c'est pas généraliste, mais c'est les cadres, en fait. Ouais, c'est que tu vas toujours en avant. T'sais, vous étiez tellement déjà avant-gardiste dans toutes vos entreprises. Hey, d'être assis à l'école, pour vous, ça devait être une sensation de perte de temps. Ben, tu sais, moi, avant que je sois pas bonne au HEC, je savais pas que j'étais entrepreneur. Zéro. Okay. Là, moi, je faisais mes petits devoirs, mes petits exposés et que j'aimais savoir des T'aimais ça? Ouais. OK. Fait que ça a été quand même jusqu'à un gros temps que je sois défi, plus bonne. J'ai fait, oh. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas ça ma personnalité, tu sais. Ben, ouais, en tout cas, fait que je comprends. Mais là, ça fit vraiment dans le profil entrepreneurial, mettons. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est d'où est né les 2 compagnies que vous dirigez aujourd'hui. Fait que là, on peut entrer un peu dans Monolith. Comment tout ça gère? Là, le fait que tu dises qu'il y a de la crypto à travers ça. Là, il y a le graphisme, le design, le branding, c'est ça. En plein puis il y a le volet développement web, des boutiques e-com, puis des applications web. C'était quoi ta question? Excuse, c'était pas une question. Comment ça a commencé? C'était comme un statement, je m'excuse, c'était pas clair. Mais en fait, c'était juste pour comme catégoriser un peu les facettes de ton entreprise avant de peut-être c'est quoi qui prend le plus de place dans ton entreprise pour nous situer. OK, cool. Mais avant, on focusait beaucoup sur le branding, parce qu'on trouve que c'est vraiment la fondation de la compagnie, c'est d'avoir tous les outils au niveau des logos, des typos, des couleurs, les chartes graphiques, puis tout ça. Puis ça permet de lancer des belles brands, puis d'être cohérent après ça, puis conséquent quand tu fais des campagnes publicitaires, quand tu es actif sur les médias sociaux, si tu dois faire une pub, un site web, toutes ces affaires-là, ça part un petit peu du brand finalement, comment ce qui est construit. Fait que notre focus est toujours un petit peu là-dessus avant d'embarquer sur tout ce qui est développement technologique. Fait que je dirais qu'on focus vraiment là-dessus. Puis on a bâti un beau département de développement web avec ce que l'équipe appelle leur stack. Là. Fait que c'est vraiment tous leurs outils web pour nous permettre de faire des sites custom, 100% custom, de plus en plus rapidement, puis plus wow, plus flyé. Fait que si on fait ça, puis la crypto, c'est arrivé un petit peu par la bande. Pour un vieux projet dans lequel on était passé à l'œil du dragon en 2014. Fait que ce qu'on voulait faire, c'était une plateforme d'avatar builder pour que les gens puissent faire leur petit bonhomme en ligne, puis acheter des éléments numériques, mettons des casquettes, des chandails, ou leurs petits cheveux, ou les jeans, whatever. Fait qu'on avait une boutique, c'est ça, numérique, puis finalement, on est passé au dragon pour ça. Alexandre Taillefer, François Lambert voulaient embarquer. Finalement, les délais ont été tellement longs avant qu'on sauve l'investissement avec le due diligence, avec le back and forth et tout ça, qu'on avait comme passé à côté de l'opportunité un peu.
On avait pris des projets clients, fait qu'on était très investis dans d'autres choses. Fait qu'on a dit, hey, tu sais quoi, on va laisser ça sur la glace. On est resté en super de bons termes avec Alexandre Taillefer et François Lambert, qui nous ont référé à plein de monde, qui nous ont conseillé, qui ont été super cool. Puis finalement, c'est ça, le projet a été sur la glace pendant environ 6 ans. Puis j'ai un ami qui est un petit peu en crypto qui me dit, Guillaume, ton projet d'avatar, c'est exactement ça qui se passe dans le monde de la crypto avec les NFT. Ressort ça, on fait un randomizer qui va scramble tous les éléments que tu as dessinés, que c'est moi qui ai dessiné dans le temps. Puis après ça, on va sortir ça avec une collection de 10 000 petits bonhommes. Puis on va espérer que ça va se vendre. On va bâtir une communauté. Puis après ça, on va pouvoir développer des fonctionnalités avec ça. Je dis, ben regarde, pourquoi pas. Puis finalement, on a rentré comme 4 partenaires là-dedans. Fait qu'on est 4 personnes, plus mon équipe qui travaille pour tout le développement web, développement technologique. Notre équipe qui s'occupe... notre partner de tout ce qui est smart contract, ces affaires-là. On a un spécialiste en crypto qui connaissait tout le monde dans la blockchain sur laquelle on est rentré, Luna, qui est monté puis qui est descendu. Ça, c'est notre histoire. Puis fait que finalement, on a parti ça ensemble. Puis les NFT, on voulait lancer le 26 octobre à ma fête. Puis on a vendu les 10 000 en quelques minutes, finalement. C'était capoté. Hein. Mais là, moi, je connais absolument rien. Là. La crypto, c'est juste un mot pour moi. Là. Ouais. On dirait que j'ai pas de son, pas d'image quand on me parle des cryptos. Dans ma tête, OK, c'est comme... C'est un autre type d'argent. C'est comme si c'était du US versus canadien, mais c'est une autre ligue à part, puis tout se passe virtuellement. Ouais. C'est bien ça. Fait qu'on monétise quelque chose qui est dans l'air, où il y a des gens qui ont déjà injecté de l'argent, de la vraie argent là-dedans. Comment ça marche? C'est de l'argent. Je suis vraiment pas un spécialiste de crypto. Là. Moi, je suis plus... C'est la base, mettons. Là. Moi, je suis toujours le gars qui fait les dessins. Là. Tu peux dessiner comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est de l'argent décentralisé, encrypté. Fait que c'est pas managé par des banques. C'est pas managé par des individus. Puis là, tu as plusieurs cryptos sur la blockchain. Mais finalement, ça, nous, on est rentré sur la crypto Luna, la crypto Terra, leur devise, qui est le Luna. Puis quand on est rentré là-dessus pour vendre nos NFT, nos œuvres d'art numériques, le Luna était à 40 $ US. Fait qu'on a fait... un Luna. C'est-tu un seul Luna. Un seul Luna, OK. Exactement. Parfait. Puis finalement, c'est monté à 120 $ US en 19. Nice. Puis, nice. Puis le lendemain, c'est tombé à 0 en, je pense, 48 heures, quelque chose comme ça. Dans le temps que c'était haut, là, on avait des belles journées. C'est sûr. Party every day. Le party était pogné. C'est sûr. Ouais, puis, quand ça redescend, est-ce que tu perds tout un peu comme la bourse ou bien c'est comme tu as des acquis, tu gardes tes acquis, mais après ça, c'est moins bon? L'affaire, ça, c'est un petit peu plus compliqué par rapport à ces cryptos-là, c'est que, dans le fond, ce crypto-là en particulier avait un stablecoin. Fait que eux, il y avait une devise, le UST, qui était stable, qui suivait le dollar américain. Puis il y avait aussi le Luna, que ça, c'était assez volatile. Là, ça monte, ça descend. Mais leur devise UST, qui est connecté à leur Luna, ça, c'est toujours très stable. Ce qui s'est passé, c'est comme leur produit principal. Un peu comme si j'essaie de comprendre, là, pour être sûr que, mettons, tu as un taux préférentiel plus le taux de base. C'est un peu ça, genre? Pas vraiment. OK, bon. C'est correct, tu peux le dire. C'est correct, oui. Ouais, c'est ça. Mais d'abord, je comprends. C'est deux variables différentes qui créent la valeur de ton Luna. Oui, c'est ça, exactement. Okay. C'est pas mal ça. Puis, dans le fond, le UST, c'est que ça devient une devise que tu peux dire, hey, je vais t'acheter ça pour, mettons, 100 $. Ben, tu sais que le UST, ça vaut 100 $ US. Mais si tu investis quelque chose, tu dis, envoie-moi 100 $, puis finalement, par le temps que la personne t'envoie l'argent, ça vaut 10 cents. Ben là, c'est que c'est plus intéressant de faire des transactions en ligne si la devise, elle bouge trop. Fait que les transactions que les gens veulent faire, c'est avec des stablecoins sur le web. C'est comme le Bitcoin qui est monté à 60-70 000 US, que là, finalement, il est descendu à 16. Aujourd'hui, je pense qu'il est à 30-31. C'est très instable. Fait qu'on ne sait pas trop ça avec quoi la valeur, quand on va envoyer de l'argent ou quand on va faire des acquisitions. Fait que là, eux, leur stablecoin, finalement, a ce qu'on appelle des pegs. Fait qu'il a décroché un petit peu du 1 $ US. Ça a fait peur aux gens. Fait que les gens ont commencé à vendre. Puis il y a eu apparemment des attaques et tout ça. Fait que ça a fait que les gens ont commencé à vendre toute leur Luna puis sortir leur UST. Puis la crypto est tombée. Puis, tu sais, normalement, ça peut prendre peut-être des semaines pour que ça descende. Mais là, ça a pris vraiment 48 heures.
Puis, Une descente aux enfers. Ben, c'est ça. Vous voyez ça Ouais, c'est descendre, sûr. ben, Fait qu'on a vu ça, puis moi, j'étais en partie staked, qu'on appelle, fait que mon argent était barré pendant comme, c'était 20 jours, je pense. l'argent Fait que que t'avais mis de... L'argent qui était locké dans Luna, moi, j'étais locké, puis je faisais des intérêts sur ça. Fait que moi, je voyais l'argent descendre, puis je me disais, ça va descendre à Tu pouvais pas prendre. sortir. Je pouvais pas sortir. Mais tu sais, moi, ce que je faisais à tous les mois, j'en sécurisais, puis tout ça, parce que dans le fond, l'argent qu'on faisait avec le projet, on la réinvestissait dans le projet pour développer plus de fonctionnalités. Fait que moi, je paye le staff, puis on avance là-dedans. Fait que c'est pas juste de faire un coup d'argent puis partir sur le party. C'est un investissement qu'on fait dans le projet parce qu'on veut développer quelque chose d'encore plus cool, puis grossir avec ça. Fait que là, on a dit, bon, OK, fait que on a perdu un peu d'argent. C'est pas plus grave que ça. On va continuer à faire des projets. Puis nous, au lieu d'acheter de la crypto-monnaie, ben on est des builders. Fait qu'on fait des projets sur la blockchain dans différents domaines. Puis on essaie de faire des ventes un petit peu en crypto, en canadien, en US. Je comprends. Pour tout Ouais. balancer ça. Intéressant. Puis là, si c'est indiscret, c'est vraiment correct, mais est-ce que tu es capable de nous donner un peu des chiffres par rapport à... Quand tu dis ça monte, ça descendait, ça représentait pour vous quelques milliers, des centaines de milliers, des millions ou... Ben, nous, dans le fond, par rapport à ce projet-là, là, le projet, c'est Stylar. Ouais. Dans le fond, on a fait 10 031 NFT qu'on a vendu à $200 US. Fait que, plus ou moins, mettons, 2 millions US qu'on a vendu avec ça. Après ça, ce qui est cool des NFT, de ces œuvres d'art numériques-là, c'est que l'artiste ou le propriétaire de ces NFT-là va faire des redevances, des royalties. Nous, on a mis des royalties de 4%. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si moi, j'achète une œuvre d'art à 200 puis je décide de la vendre 200 000, bien là, l'artiste, il a encore son 4%. Pour fait que toujours. Pour toujours. Fait que c'est pas juste... Parce que souvent, c'est ça qui arrive avec les artistes. Ils vont vendre une toile, puis ils ont fait un petit peu de sous, mais c'est souvent les autres personnes, tu sais, que quand ils prend la vendent... valeur. Ça prend la valeur, puis c'est les autres qui vont faire de l'argent, pas l'artiste. Pas l'artiste. Sur la blockchain, avec les smart contracts, ça te permet d'écrire des règles comme ça qui dit, bien, le propriétaire, automatiquement, il y a 4% qui va aller dans son portefeuille en crypto. Puis, Fait que tu as fait de l'argent le 26 octobre, puis tu continues d'en faire après. Oui, c'est ça, avec les royautés. Puis nous, notre vision, c'est d'avoir un avatar builder que les gens pouvaient bâtir leur propre avatar, leur propre NFT. Fait qu'on leur donne un certain pouvoir de customization pour qu'ils puissent être créatifs avec ça. Puis les items... L'idée de quelques années. Exactement. Fait que là, ils pouvaient les acheter puis customiser leur petit bonhomme. Fait qu'ils sont dans notre boutique complètement virtuelle puis ils disent « je vais acheter une paire de souliers Nike ou whatever », puis ils mettent sur leur petit bonhomme. Puis ça augmente la valeur du bonhomme parce que le ranking du bonhomme devient plus rare. Fait que là, ils investissent, mettons, $1 pour acheter une paire de souliers, ils le mettent sur le bonhomme, ça monte dans le ranking, ils ont plus d'exposure avec leur NFT, puis d'autres gens peuvent aller acheter leur NFT. Fait que tu sais, il y a plusieurs façons de monétiser ça. Mais sinon, c'est ça, quand ça tombait, le Luna, quand la crypto descendait, mais nous, on avait des bitcoins aussi, puis le bitcoin qui part de 70 000 à 16 000, c'est beaucoup, ça fait mal. Ça fait des journées, c'est plusieurs centaines de milliers qui disparaissent. L'affaire, avec des cryptos comme Ethereum ou comme Bitcoin, c'est quand même relativement steady. Si ça descend, mais c'est correct, il faut juste que tu sois patient, puis ça va remonter, puis ça risque de remonter plus haut. Mais des affaires comme Luna, on se dit, ben c'est monté très, très haut, c'est descendu à 0.0004. Je pense que c'était à un moment donné. Puis là, ça remonte, c'est à $1.4, puis ça se peut que ça redescende encore à 0. Fait que finalement, on verra jamais la couleur de cet argent-là. OK. Fait que dans le fond, tu sais, je comprends tout ce que tu dis, mais mettons, le NFT, premièrement, quand tu l'achètes, tu l'as dans tes photos après? Ou si tu veux le revendre, tu le mets où? Le NFT, ouais, c'est une bonne question. Ben, le NFT, il est sur la blockchain sur laquelle tu as minté. OK? Pour qu'un NFT existe, doit être encrypté, il faut le minter. Pour le minter, il faut que quelqu'un l'achète puis qu'il paye des gas fees. C'est une série de mots que tu mets un après l'autre. J'essaie de vulgariser, mais je connais tellement mais pas. si c'est les bons termes, après ça, on peut juste aller rechercher aussi. Mais minter, c'est comme le mettre dans t'as un genre de... Moi, je vais verbaliser ça comme t'as un genre de site web, puis pour que ça soit rentré sur le site web, tu payes un peu les frais, dans le fond. Mais tu sais, mettons ta blockchain, là, où c'est qu'elle est?
Comme c'est où qu'on va là-dessus? Ben, le site web de... Moi, je suis allée voir, là. C'est ça, là? Styler? Ils sont Ouais, là, c'est vos ça. NFT, ils restent là. Fait que les NFT sont sur la blockchain, mettons la blockchain Terra avec la devise Luna, sauf que quand c'est tombé, nous on s'est dit ça va jamais relever. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un nouveau smart contract, un autre contrat qui s'en va se mettre sur la blockchain. Puis on a fait une migration de tous nos avatars sur la blockchain Polygon, qui est beaucoup plus steady, populaire. C'est comme une sous-blockchain d'Ethereum, un Layer 2. Meta sont là-dessus. Il y a toutes les grosses marques qui font des projets sur Polygon. Fait que nous, on a dit, pour redonner les œuvres à notre communauté puis faire que les gens, ils perdent pas leur investissement qu'ils ont fait en nous, on va réinvestir, nous, pour développer ça. Puis on pensait que ça allait être un projet de 4 semaines. Finalement, ça a pris 8 mois. Fait que l'équipe, on travaillé vraiment fort là-dessus. Fait qu'on a fait ce pont-là. On a tout transféré. Puis il y a tellement de gens qui avaient tout perdu leur crypto qu'ils sont juste comme déconnectés puis n'ont pas transféré leurs œuvres. Fait que je pense qu'on en a transféré, mettons, 6 000 sur 10 000 qu'on avait vendus. Puis ça, c'est quand même c'était gratuit. Ouais, c'est ça. C'est quand même bien. Mettons, moi, si j'ai acheté un NFT à 200, ça a monté jusqu'à combien la valeur des NFT de les vôtres que vous aviez fait, mettons? Il y en a qui se vendaient... on a une paire de pantalons, je pense que c'est vendu à 45 000 c'est Hey, c'est fou! Il y en a qui se vendent des millions. Je joue même pas à Mario Bros. Là, comment ça? T'achètes? Mais je comprends que c'est un investissement, finalement. Oui, mais c'est ça. Mais ça dépend vraiment du marché, ça dépend du hype autour du projet, ça dépend de la communauté, ça dépend de beaucoup d'affaires. Puis pour répondre à ta question, c'est ça, il y en a qui sont descendus qui valaient 20 $, il y en a d'autres qui sont plus rares, qui ont monté plus. Là, notre but, nous, c'est que tous les avatars valent plus qu'au moins 200 $, tu sais, 400. Fait qu'on travaille fort, tu sais, pour monter ça. Mais quand le Luna a descendu puis qu'on a tout transféré, puis aller rebâtir une nouvelle communauté sur la nouvelle blockchain Polygon, se refaire un nom puis tout ça. Fait que là, c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. Wow. Est-ce que tu penses que c'est comme risqué pour des gens de se lancer là-dedans, dans le sens que, mettons, quand tu as investi en bourse, comme Camille a dit, tu mets 100 000, ben, tu sais que ça va descendre, ça va monter, mais comme l'argent elle reste là dans un certain sens. Mais tu choisis le risque que tu prends, en fait. Ouais, tandis que là, avec la crypto, c'est ça qui est avant-gardiste un peu, c'est que genre, tu vas mettre de l'argent, puis ça se pourrait que tu ne revois jamais, puis c'est ça ou. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis pas placé pour donner des conseils là-dessus. Là. Non, c'est ça. C'est moi pas. C'est ça. Je pourrais dire aux gens, prenez pas de chance, puis investissez pas en crypto. C'est sûr qu'il y a des opportunités. C'est pas régularisé, fait qu'il y a beaucoup de voleurs, finalement, des rug pulls. Puis nous, c'est pour ça qu'on voulait pas collaborer avec d'autres projets, parce que les gens vont dire « Ah, on va vendre... mettons, 1000 NFT, puis là, finalement, la communauté sont toutes hype, sont toutes contents, puis OK, cool, nous, ça risque de valoir 2 fois plus le lendemain. Finalement, les gens, ils font juste prendre l'argent, puis ils s'en vont. On appelle ça un rug pull. Ça fait du sens. C'est ça. Puis, fait que là, nous, on avait peur de collaborer avec d'autres projets parce qu'on voyait beaucoup de gens qui faisaient juste voler le monde, puis ils s'en allaient. Fait que... puis c'est ça. Puis pour investir en crypto, tu sais, si vous voulez l'essayer, tu sais, ça peut être le fun, mais pas plus que tu es prêt à perdre, là, finalement. Tu sais, puis... Parce que le retour en crypto, ça va être ma dernière question, là, mais ça se fait comment, dans le sens que, je répète, si je mets 100 000 dans la bourse, ben je sais que ça peut rester là plusieurs années, monter et descendre, mais au final, ça va valoir un jour 1 million, mettons. Mais là, en crypto, c'est-tu comme... Tu mets ton 100 000, puis rapidement, là, si ça atteint ton million vite, tu le ressors tout de suite parce que dans 5 ans, ça va avoir redescendu. Tu sais, c'est comment que toi, tu fais ton argent avec ça, mettons? Ben moi, j'ai jamais acheté de crypto. OK. Jamais. Même pas de Bitcoin, si tu de la crypto, des Bitcoins? Oui, absolument. Fait que c'est parti du Bitcoin. Ben nous, on a fait des projets, puis les projets, on s'est fait payer en crypto. Fait qu'on accumule la crypto, on la diversifie, fait qu'on a commencé à investir dans des metaverses, puis tout ça, tu sais. Puis, toi, t'as jamais perdu de crypto, techniquement, parce qu'on n'a jamais mis dedans. T'en as jamais mis. Lui, c'est par la vente de ses œuvres d'art qu'il y a eu de la crypto-monnaie. J'en ai laissé sur la table. Oui, exactement. T'en as laissé sur la table. Mais tu sais, ça n'a jamais été dans ses poches. C'est juste plate qu'il n'ait pas pu mettre la main dessus parce que ça l'a descendu, mais c'est pas une perte. Là, ouais, c'est ça. Mais il faut s'attendre un petit peu à ça en crypto. C'est que tu peux faire rapidement x10, x100, x1000. Mais mettons les gens qui ont accumulé leur argent dans Terra puis qui ont investi à chaque année, puis finalement, ils ont tout perdu. Mais ça, c'est... Fait que oui, tu peux faire x1000, mais tu peux tout perdre. Puis encore là, mais c'est pas régularisé, c'est décentralisé. Fait que quand il va y avoir plus de lois pour...
pour que ça soit plus sécuritaire, ben, je pense que les gens vont investir plus, mais en tout cas... C'est un peu le Far West encore. C'est le Far West. C'est le Far Web. C'est un gros risque. C'est quand même encore relativement nouveau, tu sais, fait que c'est sûr que ça va prendre plusieurs années avant que ça soit stable. Oui, non, c'est sûr que... Ben, c'est un gros risque, je pense. Il y a des opportunités pour faire des sous, puis il y a des opportunités pour en perdre. C'est ça. Peut-être un peu plus pour en perdre si tu comprends pas bien ce que tu fais, j'imagine. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant, mais je me dis, ça doit tellement être complexe genre, je peux même pas imaginer programmer toutes ces choses-là. Est-ce que toi, tu fais de la programmation en tant que tel ou t'es comme le big brain qui a les idées? Puis Je dirais pas ni un ni l'autre. Je suis pas le big brain non plus. Je t'ai des stages, mais non, mais c'est gentil, mais c'est ça. L'équipe est super bonne. On s'est entouré des bonnes personnes, autant dans mon équipe Monolith que ceux qui font les smart contracts. C'est la programmation aussi. C'est des langages à part. Fait que dans le fond, on a une équipe qui s'occupe de faire tout ce qui est en arrière-plan. Il y a l'équipe qui font tout ce qui est programmation de smart contract. Puis nous, de notre côté, on fait tout le développement de l'application. Fait que l'expérience utilisateur, quand ils arrivent sur la plateforme, s'ils veulent construire leur petit bonhomme, l'upgrader, puis tout ça, le site web, tout ce qui est marketing sur le web, ben, c'est l'équipe qui s'occupe de ça. Fait qu'on a des super de bons designers qui designent les plateformes sur mesure. Puis les programmeurs, ben, sont très, très bons aussi. Fait que... Les programmeurs, ça sera pas c'est pas les mêmes qui font le branding, mettons, là. Non, c'est ça. Mais les programmeurs, souvent, ils vont pas... ils ont un background en design, puis on leur demande qu'ils fassent aucun design. Fait que ça part vraiment du directeur créatif qui va envoyer ça au, on appelle UI, UX. Fait que tout ce qui est wireframing, expérience utilisateur, tout le styling, fait que tous les boutons, les couleurs, les mouvements, les interactions. Fait que les programmeurs front-end, ils font tout ça. Puis après ça, ils vont aller chercher le data des smart contracts de l'autre équipe qui vont connecter tout ensemble, tout ce qui est en arrière-plan puis en premier plan, en avant-plan. Je comprends. Puis c'est un gros travail d'équipe. Oui, c'est ça. Clairement. Ouais. Puis toi, maintenant, est-ce que tu en fais encore du graphisme, web design ou non? Un petit peu. Je suis plus dans les rénaux dans les dernières années, parce les que rénaux de White. les studios d'Audrey, on a travaillé fort pour rénover les studios. Après ça, ben, quand on a parti White, ben, de construire l'usine, ça a été une bonne job, quand même un bon investissement en temps. Puis après ça, ben, les magasins, tout mettre ça propre. Puis là, on déménage nos bureaux aussi. Là, comme disons, on s'en va dans le vieux port pour la première fois. Fait qu'on a décidé de tout rénover, mettre ça propre. Fait qu'on est là-dessus. C'est qui m'a bien appliqué pour un stage. Oui, ça serait le fun. Aux entreprises, oui. J'aimerais ça. J'aime ça travailler. Ben, c'est drôle, je savais pas comme que tu étais autant plongée là-dedans, mais moi, c'est tellement le domaine qui me fascine. La crypto, j'y arriverai jamais, mais le branding. Le branding, je trouve ça vraiment hot. Fait que là, beaucoup de ton temps est mis dans les network wise et tout. Puis je pense même que vous faites beaucoup des rénos vous-même, là. Ben, je sais pas encore. De moins en moins. Fait, plus qu'on grossit une compagnie, moins qu'on a le droit de le faire. Ouais. En fait, on a techniquement jamais le droit, mais il faut que tu passes à quelque part. Quand c'est en bas de 10 employés, tu as le droit avec l'aide de ta famille gratuitement. Tu peux même pas les payer. Okay. Ouais. Passé 10, on est passé 10. On n'a plus ce loisir-là. C'est très réglementé. Oui, OK. Fait que c'est pas mal plus d'autres personnes Exactement. qui le font pour vous. Veux pas, après 5 ans, tu t'entoures des bonnes personnes. Oui, tu as ton plombier, ton électricien, ton gars de tout. Fait que à ce niveau-là, ça va. Ouais. Vas-y. Est-ce que vous faites affaire avec des générales ou vous engagez tous vos corps de métier? On engage tous nos corps de métier. Ouais. J'ai trop mes propres personnes. Moi, je sais que j'appelle. Ils savent qu'est-ce que je veux. Ils savent je veux que ça soit placé comment. Pour ça, c'est facile. Puis, une fois que tu as trouvé ta personne, tu prends pas le risque de mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Non, si t'es satisfaite. Ouais. Puis avec tout ce que vous avez à gérer, est-ce que vous avez comme... oui, vous avez des équipes sur le plancher, là, comme pour les compagnies dont on vient de parler, mais est-ce que vous avez genre une adjointe qui vous suit dans tout votre quotidien, tout ce que vous avez à faire, ou vous gérez tout vous-même? Non? Ben, Audrey se levait pendant des années à 4 heures du matin, puis elle gérait les magasins, les employés, l'usine, les livraisons, les appels, tu sais, comme c'était vraiment too much. Audrey s'occupe beaucoup plus de White que moi. Puis là, quand on a fait une des acquisitions qui venait avec plusieurs magasins, on avait une madame sur place, Joanne, qui est super compétente, puis qui s'occupe de tous les employés des comptoirs, s'occupe des payes, puis tout ça. Fait que ça libère. Fait qu'elle s'occupe d'une grosse partie des clients aussi. Puis là, Audrey, elle a trouvé quelqu'un aussi pour gérer l'usine. Fait qu'un autre maître nettoyeur qui va venir encadrer toute l'équipe, puis qui va pouvoir gérer justement les livraisons, puis s'assurer que tout est ça s'en vient. C'est comme ça s'en vient. On a un petit peu plus de staff sur place à l'usine qui permet de libérer Audrey pour pas qu'elle ait besoin d'aller faire de la buanderie ou de s'assurer que toutes les machines sont parties, que tout est bien emballé.
Avant, c'était ça. Il y a quelqu'un qui se présente pas à l'emballage, c'est l'emballage. À buanderie, magasin, OK, service client, livraison. C'était non-stop tout le temps. Puis là, il y avait aussi le manque de main-d'œuvre. On peut s'en parler longtemps de ça, mais c'était vraiment vrai. Là. Les employés ont disparu à un moment donné. Mais nous, on était chanceux, on n'a jamais perdu d'employés, mais c'est juste qu'on grossissait, fait qu'il fallait en trouver d'autres. Fait que c'était à ce niveau-là le challenge. Mais là, en ce moment, on est solide et je me croise les doigts que ça reste comme ça. Mais on grossit, on grossit, c'est juste pour bâtir une équipe solide. Puis c'est avec ces gens-là aussi qui ont tous leurs postes, qui savent bien qu'est-ce qui fait que là, nous, ça nous permet de nous libérer puis de continuer à grossir la compagnie. Parce que pendant que j'emballe ou que je livre des vêtements dans le camion, là, je fais rien pour la compagnie en tant que telle, tu sais. Fait que là, là, maintenant, oui. On se serait parlé de ça l'année passée, ça n'aurait pas été ça, la conversation. Tu te lèves à quelle heure maintenant? Ah, ben là, maintenant, je suis correcte, mais je me lève à 7. C'est parfait! Non, mais c'est fou, par exemple. Mais c'est nouveau, là. C'est ça, que tu te levais si tôt que ça. Moi, je trouve ça. Ben là j'avais pas le choix. C'était peut-être trop, là, de la façon que vous en parlez, mais moi, je trouve quand même inspirant, les gens qui se lèvent aussi tôt que ça, là. Ben, en fait, c'est parce que t'as pas le choix de passer par là à un moment pour après ça apprécier le reste puis bien bâtir, je trouve, ton avenir. T'sais, si tu l'as fait, là, tu le sais, là, tu connais tous les aspects de ton entreprise. Là. C'est vraiment déléguer, je suis certaine que c'est beaucoup plus facile pour toi qui l'a vécu à x1000. Tu sais, quand on a parti White, j'avais les studios, fait que c'était pas moi qui étais à 100% dans l'usine, on avait quelqu'un qui faisait ça, puis je regretterais pas parce qu'à ce moment-là, on était occupés, j'avais d'autres priorités. Mais tu sais, d'après ça, de moi avoir pris le lead dans l'usine puis d'avoir géré, j'ai tellement vu comment ma compagnie devait se comporter, c'était où les manques, c'est où qu'il fallait améliorer. Fait que tu sais, je pense nécessairement quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix à un moment donné de vraiment faire la journée puis d'être là avant tout le monde à 4 heures puis de partir après tout le monde parce que c'est là que ça te permet vraiment de voir ta compagnie s'en va où, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Si t'es toujours en retrait puis t'as pas mis vraiment les mains à la porte, là, tu sais, faire le vrai travail. Il manque quelque chose, nécessairement. Il faut le faire. Je dis pas que faut que ça soit ça pendant 20 ans de temps, mais il faut nécessairement commencer là pour comprendre, tu sais, c'est quoi vraiment qui se passe chez vous. Là. Ben, ça fait du sens, je suis vraiment d'accord. Puis comprendre aussi ce que les employés vont dire après ou leur feeling. Ah, je l'ai déjà fait. OK, je sais ce qu'il va me dire. Ça fait du sens, puis tu comprends, tu sais. Puis ça te rend plus humain aussi avec ton staff. Je veux pas, t'as fait leur travail. Mais justement, avec vos employés, là, au total, vous devez en avoir quand même beaucoup, là, si vous comprenez. Ben, chez White, on est à 20. Toi, t'es à... 10. On a une trentaine. Est-ce que vous avez une certaine philosophie pour ça? Une phase, tu sais, comme... Un brand, une marque employeur? Oui, c'est ça, à l'interne. Par rapport... Ben, les deux brands sont un petit peu différentes, mais on se rejoint, je pense. Nous, les employés sont super importants. Fait que j'ai souvent pensé aux employés avant de penser aux clients. Chez White aussi, on fait vraiment attention à l'équipe. On veut que tout le monde soit content, on veut pas déplaire, on veut que les gens s'amusent. Puis... Tu sais, moi, j'ai jamais pensé être patronne dans ma vie. Quand je grandissais, là, je pensais pas que j'allais devoir être en haut puis être un leader puis tout. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'apprend à tous les jours avec les challenges qu'on a à tous les jours, que ce soit client, employé. Fait que nous, Guillaume puis moi, on se dit, mon Dieu, on en donne tellement. Puis des fois, c'est difficile aussi de traduire tout ça pour faire en sorte que la compagnie soit profitable, que les employés soient bien payés, que nous, on se tire un salaire. Tu sais, on essaie que tout soit tellement top-notch tout le temps, mais les employés, pour nous, ça a toujours été notre numéro 1. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, notre focus est là-dessus. Ah ouais. On veut que les gens soient contents. Dès qu'on sent qu'il y a un employé qui vit quelque chose, on essaye tellement. Puis c'est sûr que plus que ça grandit, plus que ça devient un challenge aussi de s'arranger que tous les employés soient toujours tellement excités d'être là. Mais je pense que là, on a enfin trouvé un bon point d'équilibre. Là. Mais tu sais, ça se travaille, ça prend du temps. Là. Quand tu grandis, c'est difficile là, tu sais, de trouver du monde qui sont alignés sur ta valeur, puis qui veulent donner autant que toi, puis c'est vraiment un challenge. Là. Tous nos employés, ils ont tous chacun leur vie professionnelle, mais personnelle, fait que c'est d'essayer de faire en sorte que toute cette glue-là marche ensemble, puis qu'ils soient contents de venir au travail, puis ça, c'est dur, là, tu sais, je veux dire, on gère pas personne, là, dans le sens qu'ils vivent toutes questions à vivre, là, puis juste ça, pour nous, pour moi, en tout cas, c'est mon plus gros challenge. Ah oui? Que mes employés soient contents. Je veux tellement qu'ils soient bien, que... C'est quoi tes petits trucs? Est-ce que t'en as développé des faces? Tu sais, je sais pas, tu sais, mettons, là, nous, cette année, on a comme ouvert un plus gros budget, là, si on peut dire, pour comme récompenser notre équipe, puis le faire des mères, faire Journée de la femme, Saint-Valentin, whatever. On a essayé plein... Là, je fais cette comparaison-là, mais... On a essayé plein de choses, c'est juste que nous, il y a tellement... On a une division usine, puis on a une division boutique, puis ça donne que dans les deux divisions, c'est tellement des gens qui vivent ayant des vies différentes. Dans l'usine, j'ai des messieurs qui ont en haut de 40 ans, puis dans mes boutiques, j'ai plus des étudiantes, des dames, tu sais, comme... Je peux pas m'adresser à eux de la même façon au niveau des récompenses, fait que chaque division a des primes différentes selon un rendement différent. Fait qu'on s'est vraiment adapté
selon le type d'employé qu'on a. Ça donne que c'est très distinct, puis c'est comme ça. Mais ça doit être très difficile. Tu sais, nous, on est un salon de coiffure. Je veux dire, on a toute la même passion qui nous rassemble. Nous, non. Tu sais, c'est une équipe, c'est un mode de vie être coiffeur. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est un mode de vie de, tu sais... Ben, ça peut le devenir parce que c'est dans ta vie, c'est inclus, tu sais. Mais c'est un gros défi puis quand même. On essaie, nous, plein de choses. On essaie des primes différentes. OK, celle-là, ça fonctionne plus. Après ça, on essaie de faire des dîners, des soupers, des congés. Tu sais, on essaie de voir qu'est-ce qui glue le plus après qu'on l'ait fait. Puis, mais on n'a pas encore fini de développer ça. On commence. On vient de sortir de la pandémie. On a une vraie équipe maintenant. Tu sais, fait que, oui, ben, c'est compliqué là, aussi de développer le branding interne de la marque employeur, en fait, là, justement. Là, ça se fait pas un claquement de doigts. Puis surtout que vous, là, vous avez justement plein d'équipes différentes. T'sais, toi, c'est complètement différent de chez Whites. Puis chez Whites, il y en a 2 qui se ressemblent pas non plus. Vous avez plusieurs succursales. Ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Là, c'est ça. Une carte cadeau, c'est ça. Ça fait pas plaisir. Ah non, mon même nettoyeur, il n'en veut pas de Starbucks. Là. Il fait d'autres choses. C'est ça. Les parties de Noël, c'est la moitié de l'équipe qui se présente. Parce qu'il y en a qui s'en foutent, puis il y en a qui exact. C'est d'essayer de rendre tout le monde content. C'est un challenge, mais on le fait, là, ça va. C'est sûr. Oui. Puis vous, votre quotidien d'entrepreneur, tu sais, d'être en affaires ensemble, comment vous vivez ça, c'est une grande question, là, mais... On en parle toujours. Ouais. On est à la maison, là. Non, c'est ça. C'est quand même un challenge, là. Ouais. C'est difficile. Tu sais, ils disent de ne pas se partir en affaires avec ses amis puis sa famille. Ben, nous, pas faire de rénovation non plus. Oui, c'est vrai. Tu veux savoir si ton couple fonctionne, là, part des rénaux, part une business. Fais tout ça. Ça va. C'est tough, là, mais je le ferais pas avec personne d'autre que Guillaume, là. Si je pars en affaires, c'était avec lui. Tu sais, je l'ai rencontré, puis... c'est vraiment mon match, là. Ben, vous avez l'air d'avoir une belle complicité aussi, là, quand même. Puis vous avez l'air de vous compléter aussi. En tout cas, peut-être c'est juste une impression, là, mais... Dans vos tâches et tout, là. Oui, vraiment. Tu sais, Guy, c'est branding, marketing. Il fait le site web de White. Il fait tout ce qui est visuel. Mettons, j'ai dit, OK, là, je veux lancer une carte de fidélité dans tel magasin. Ben, c'est lui, il va tout faire ça avec son équipe. Exact. Puis moi, je m'occupe, tu sais, des employés dans le jour, plus les tâches moins artistiques, malheureusement. Ben, t'as la vision aussi de, je sais pas, là, c'est commun, mais comme designer ton magasin, puis là, t'aimes les belles choses, tu vas choisir des beaux produits. Ça, je l'ai fait. Ça, c'était à moi. C'est ça, parce que vous vendez beaucoup de beaux produits aussi là, dans vos boutiques, si je me trompe pas. Avez-vous qu'est-ce que vous vendez? Moi, je sais pas. Des belles affaires. Moi, j'ai toujours voulu qu'on ait les nettoyeurs Whites, donc atelier de couture et boutique. Puis je voulais toujours avoir notre petite boutique, fait qu'on vendait des diffuseurs pour la maison, des odeurs, tu sais, on avait des savons pour la lessive, plein d'affaires comme ça. Mais c'était toujours clair pour moi que maintenant, on n'allait plus vendre la marque des autres, on allait vendre notre propre marque. Puis c'est pour ça qu'on est occupé en ce moment. Je comprends. Parce qu'on va lancer notre propre gamme de détergents à lessive. Fait qu'on est là-dessus en ce moment, ça s'en vient d'ici 2 mois. Fait que ça, c'est vraiment comme... Whites a une 2e division qui ouvre qui s'appelle Maison Whites. Puis si j'en ai pas encore parlé sur TikTok, justement, je sais comme, OK, bientôt, on va aborder ça. C'est un scoop. L'épisode, j'adore loin anyway, là. Fait que... Exact. Fait que là, on travaille là-dessus. Maison Whites s'en vient. Puis ça, moi, c'est vraiment... C'est tous les nettoyeurs Whites, toute l'histoire de ça et le backbone de Maison Whites, on est des nettoyeurs. Fait que de toute évidence, nos savons à lessive vont fonctionner. Ça suit l'image de marque, ça détache, ça lave, ça fait tout. Fait que, tu sais, ça sent bon. Le produit qui est... Ouais, le produit... j'aurais dû emmener quelque chose. Le produit qui est... Le marketing, qu'on est vraiment fort là-dedans, mais ça va tout se traduire dans Maison Whites. C'est aussi très, tu sais, multipliable facilement, là. C'est exponentiel, un produit que vous allez pouvoir lancer partout. Ben c'est ça l'affaire. Tu sais, les nettoyeurs Whites, c'est une belle entreprise. Par contre, on est ouvert de 7 à 6. On dépend du nombre de clients qui se présentent dans le magasin cette journée-là. On dépend du nombre de vêtements que mon nettoyeur peut rentrer dans sa machine pendant tel nombre d'heures de travail. Tu sais, puis j'ai toujours dit à Guillaume, une vraie business comme que j'aimerais faire, c'est on est couché la nuit puis ça continue de fonctionner. C'est ça l'ultime rêve. Puis je me dis, en vendant des produits sur le web, du savon, puis tout, ça commence à devenir plus profitable. Le fun, il est là. Ben, tu veux que ça roule 24/7. C'est ça la grosse différence entre un produit et un service. Puis c'est le fun, le service. Là. Vous le faites tous vraiment ici, puis moi aussi, je le fais contractuellement, mais un produit, ça travaille pour toi. Là. Il y a beaucoup de temps qui va aller, comme là, vous travaillez sur développer vos propres produits. Je suis sûre que ça fait des mois et des mois, c'est pas des années, mais comme... des années. Ça fait un an et demi dans pas long, vous allez mettre ça en ligne, puis paf, les ventes vont... Ben, je vous souhaite que les ventes explosent, mais avoir votre façon de gérer vos entreprises actuelles, moi, je suis certaine que comme ça va avoir un bel envolé. Est-ce que c'est dans vos plans de un jour comme ouvrir des magasins Maison White ou non?
C'est mon ultime rêve. Ouais. Je te demande vers quoi tu veux finir. Moi, c'est ça, c'est Maison White. Je veux qu'on ait notre propre gamme genre home staging vibes un peu. Vraiment, je sais pas comment le dire, mais tu sais, vraiment, on va avoir une gamme de serviettes pour la maison. Moi, je veux Maison White, c'est ça l'image que j'ai. Puis ça a commencé avec les Nettoyers White, puis là, on évolue tranquillement, pas vite, tu sais. Mais c'est ça. Comme, autant que les Nettoyers White, c'est bien, mais c'est un travail d'artisan. Mon gars qui presse la chemise à la main, ben je dépends de lui et de son bras, puis si cette journée-là, il se présente, tu sais. Il se présente tout le temps, mais tu sais, on dépend mais des fois, de il peut ne pas se présenter, tu sais. C'est ça, exactement. Mais là, le produit, c'est vraiment comme, on rend ça plus... Oui, ben, est-ce que vous êtes perfectionniste ou parce que je me dis, développer un produit, là, ben, oui, t'as pas le choix, mais je dirais pas tant que t'as pas le choix parce que il y a beaucoup de personnes qui le font de façon artisanale, puis c'est vraiment correct, là, genre, il faut, là, tu sais, mais c'est ça, je me questionne, ça va être... peut pas, c'est du savon qui va dans des machines, qui touche les vêtements, nous, on est vraiment en labo avec des formulations. C'est ça, fait que ça va être genre ben là, je mets peut-être ça gros, là, mais ça va être l'équivalent de comme j'achète mes Tide Pods, ben je vais acheter mes Whites, exactement ça va être aussi on est à les mêmes qualité, degrés. Tu sais, nous, on va se comparer très ouvertement, on est aussi, sinon meilleur que le produit détergent Orange Clos que vous achetez d'habitude. C'est vraiment ça. Nous, c'est pas une blague. Non, j'adore. J'y vais, là, on est solide. Le lancement, c'est prévu pour dans quel coin? Si c'est prévu, en fait? On n'a pas de lancement encore de prévu. Faut qu'on embarque là-dessus. Faut qu'on embarque là-dessus, c'est comme là que ça se donne. Là. OK. Est-ce que vous pensez, mettons, que c'est quelque chose qui va arriver plus comme à l'été, à l'automne, en 2024? Cet été. Fait qu'on va pouvoir commander des produits White cet été. D'ici 2 mois, c'est sorti. C'est juste là, j'attends juste de savoir quelle date, mais ça s'en vient, Hey, je suis excitante. Moi, j'adore, genre, j'aime vraiment ça, les belles compagnies québécoises. Puis il y en a beaucoup, des compagnies québécoises, puis c'est cool, mais quand c'est un produit comme ça qui est comme développé à la même hauteur qu'un produit Tide Pod, un produit qui a déjà de l'ambition avant même d'être né, c'est non, je trouve ça vraiment... Ça fait longtemps qu'on en parle. Pensez-vous rentrer dans d'autres places aussi? Oui, définitivement. C'est sûr qu'on va vendre via nos propres canaux de distribution qui sont nos boutiques, nos routes de livraison, mais définitivement, les épiceries, les pharmacies, c'est ça. Moi, le fun, il s'en vient. Il a même pas commencé le fun. C'est là. Moi, j'ai une question. OK, là, tu dis, moi, je veux faire un détergent. Qui t'appelle en premier? Là, elle a des contacts un peu, c'est ça. Mais honnêtement, le qui t'appelle en premier, c'est une grosse question. Au même titre que partir d'une compagnie, c'est OK, je commence par où? Je commence par le savon, je commence par la bouteille. Nous, ça a commencé par la bouteille. Ça a été très, très long, trouver Écoute, le fournisseur de bouteilles, je l'ai trouvé honnêtement il y a 4 mois. Parce que pendant 1 an et demi, j'arrivais pas à trouver. C'était toujours une question d'aller outre-mer, de fournisseurs en Chine. Puis moi, j'ai jamais été à l'aise avec commander des containers qui arrivaient. Puis tout ça, là, tout comme cette chimie-là, moi, ça m'a jamais tenté. Puis à un moment donné, je suis tombée sur la bonne personne, qui connaissait la bonne personne. Puis finalement, c'était à 20 minutes de chez nous. L'usine de transformation était là. Le gars qui a fait notre moule pour notre bouteille était là. Après ça, ce gars-là connaissait le gars qui allait faire la formulation de notre savon, le chimiste. Après ça, ce gars-là connaissait le gars qui allait faire l'étiquette. C'était tout comme une série d'événements qui a fait en sorte. Mais c'est très dur de trouver au début. Faut connaître des gens qui disent va faire affaire avec eux, parce que nous, c'était tellement important d'être 100% québécois. Ça a l'air niaiseux. Là, non, mais c'est pas niaiseux. C'est ça qu'on voulait. Moi, je voulais savon ici, étiquette ici, bouteille ici. Je voulais être fière de pouvoir dire ça. J'avais pas le goût que les gens disent OK, c'est beau votre produit, mais pourquoi ça s'est fait ailleurs? Non, j'ai pas envie d'avoir cette discussion-là. Nous, c'est fait ici. Depuis le début, nous, on se targue qu'on est des nettoyeurs québécois, on est le voisin d'à côté. Oui, les magasins sont donc beaux, mais c'est nous, là, on est là. Oui, puis je pense que c'est une belle façon de genre honorer les valeurs que vous mettez de l'avant, parce que c'est normal, il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui n'ont pas le choix d'aller chercher quelque chose en Chine parce que les frais, les ci, les ça, mais je trouve ça vraiment hot que vous soyez capable puis vous vouliez tout faire ici. Nous, on a fait la paix que le fait que c'est sûr ça allait coûter un petit peu plus cher de le faire ici, mais c'est un frais qui est comme... Ça fait juste du sens de l'intégrer. Puis il y a quelque chose aussi que nous, on s'est battu dès le début. Quand on avait les Nettoyers White, le premier magasin qui est ouvert à Boucherville, les gens rentraient puis ils disaient, bon, un autre magasin des États-Unis. Non, on habite la rue d'à côté. Là. Fait que nous, de pouvoir renforcer ça, que non, c'est 100% québécois, ça vient d'ici avant même de penser d'aller ailleurs. C'est ça notre marché premier. C'est important. Moi, je trouve ça hot qu'on aille un petit peu plus haut dans notre game entrepreneurial au Québec. C'est le fun, là. Tu sais, de rêver plus grand, puis de rêver plus beau, puis on a-tu le droit, tu sais? Puis, tu sais, pour qu'un jour, ça soit justement pas ça, tu rentres dans une entreprise, c'est encore américain. Non, c'est québécois, ça vient d'ici, mais que ça devienne normal que ça soit québécois. Qu'on soit capable, en fait, de produire des produits aussi bien. On est capable. C'est ça. Souvent, la barrière à l'entrée est tellement grande, ça coûte tellement cher, c'est développé. C'est dispendieux, toutes ces choses-là. Là. C'est beau avoir les meilleures idées de la
terre, mais il faut l'argent pour le fronter. Là, puis ça, c'est dur. T'sais. Est-ce que vous faites des levées de fonds, des rondes de financement? Comment vous faites ça avec White, que vous pushez? Mais ça, c'est vraiment intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. Comment... Mais on l'a dit un peu brièvement tantôt, mais c'est ça. Comment vous osez vous lancer dans des projets où vous savez que financièrement, il y a beaucoup de coûts. Là. Mais quand on a parti les Nettoyers White, on pensait pas que ça allait coûter aussi cher que ça. Parce qu'on voulait un magasin, on avait un budget, on se disait 300-400 000, c'est bon. On regardait, mettons, les autres franchises de nettoyage à sec au Québec, ils se vendaient combien. On avait une idée, puis là, finalement, écoute, on s'est dit, hey, on y va en ligne, on construit notre propre usine. Fait ça a continué de coûter de plus en plus cher. Puis c'est sûr que moi, à l'âge que ça a parti, 27 ans, il n'y a pas une banque qui allait me passer une couple de centaines puis des millions. Là, c'est sûr et certain. Fait que nous, on est allés proche de nous, des gens qui ont cru dans notre projet, qui nous ont prêté les sous. Puis ça a été comme ça. Fait que c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir les reins solides puis de passer à travers la pandémie relativement tranquillement. C'est comme... On n'avait pas une banque qui nous appelait tous les jours. Puis, tu fais-tu ton paiement? Attends, j'ai pas de client là. Attends, non. On n'avait pas ce stress-là, Puis non, mais puis ça fait du sens. Comme si tu as une bonne idée puis tu as des gens qui sont capables de t'accompagner là-dedans. Make sense. Mais mon questionnement, c'est comment tu as la confiance de dire ça va marcher? Genre, t'évalues-tu le marché? Ou c'est comme un risque que vous avez osé prendre puis ça a bien été? C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un la semaine passée qui m'a demandé la question: t'as jamais eu peur que ça marche pas? Je me souviens plus c'est qui en ce moment qui m'a dit ça, puis j'ai dit moi ça j'ai juste jamais pensé à ça, j'ai pas le luxe de me dire si ça marche pas. Puis pour vrai, on n'a jamais ce discours là ensemble à la maison, jamais. On se dit juste hey, le jour qu'on va lancer ça, on est toujours content. Puis je pense qu'il faut juste cultiver ça parce qu'à partir du moment que tu dises il y a une chance ça marche plus, ça vient t'enlever un petit peu une étincelle de un move que tu aurais peut-être fait mais là tu crains de faire. Faut que tu aies des bons partenaires d'affaires, des bons partenaires financiers. C'est normal qu'il y ait un petit stress, parce que oui, il faut que ça fonctionne, mais je dis, c'est pas le mindset dans lequel tu te mets au quotidien. Parce que sinon, ça devient c'est un peu comme quand il y a tellement de stress, ça devient too much. Oui, exact. Puis c'est un peu comme quand ils vont dans l'espace, tu sais. Je pense que le slogan de la NASA, c'est « Failure is not an option ». Comment t'as ben non, t'as raison. Parce que tu t'en vas dans l'espace, tu peux pas te planter. Le slogan de la NASA, c'est « Failure is not an option ». Oui, non, effectivement. C'est un peu ça. Fait que, c'est sûr qu'on va faire des recherches sur... ça va-tu être profitable? Y a-tu de l'argent dans ce secteur-là? Ça peut être on n'est pas sur une bulle. Là, mais non, on fait le plan d'affaires, puis on se pose des questions quand même, mais on se lance. Au début, là, quand on voulait partir pour avoir les fonds, moi, j'avais fait le travail avec la BDC. On avait monté un plan d'affaires. Moi, j'ai toujours eu ça, c'est de voir d'école-là, faire des plans d'affaires. Puis la BDC avait dit, OK, on va vous prêter tant. Puis moi, j'avais pris ça, ce approval-là, puis j'ai été voir la personne qui nous passe les sous. J'avais dit, regarde, eux sont prêts à nous prêter tant. OK, ça donnait confiance qu'on ait fait le devoir, qu'une banque voyait quelque chose. Fait que, on s'est outillé de cette façon-là pour vendre notre salade. Vous avez évalué la valeur de la prise de risque. C'est comme tu évalues ta maison, ça vaut autant. L'acheteur va faire confiance que... Exact. On s'est dit, gars, eux autres sont prêts à nous prêter ça. Toi, t'embarques-tu, sinon ça va être eux. Fait qu'on y va toujours un peu comme ça. Puis à date, on s'est pas trompé, mais ça veut pas dire non plus d'être complètement fou puis que tout ce qu'on va toucher va être de l'or non plus, tu sais. Non, mais t'as raison, dans le sens qu'en entrepreneuriat, t'as pas le choix d'avoir le mindset de comme, je fonce, puis je pense que ça va marcher, là. Puis je suis confiante parce que, anyway, je pense que ça fait partie de ta personnalité aussi de dire, hey, nous, on a une idée, là, ah ouais, let's go, on l'a fait, tu sais. Mais c'est sûr, faut pas être fou non plus. Mais tous les gens qu'on a reçus sur le podcast n'avaient pas de plan B, là. Tout le monde avait juste un plan A, là. Puis je pense qu'on le dit à chaque épisode, comme, tu sais, c'est quoi que t'aurais fait sinon? Ils savent pas. C'est comme, c'est ça la première option. C'est comme, c'est juste ça que je ferais. Tu sais, les gens qui réussissent, ils mangent de ce qu'ils font. Tu sais, dans votre cas, c'est comme bâtir des magasins, construire plus grand que vous. Puis, tu sais, comme le brand, fait que ça peut pas marcher, je pense. Ben, quand tu dévoues corps et âme, là, c'est mieux de marcher. Là. Je me dis, un moment donné, moi, je suis très en paix aussi avec le fait qu'on se dit, on a tout fait. On a tout donné. Ça. On a contacté tout le monde qu'on pouvait. On a pris les risques. On a été... rendu là, si ça marche pas, tu sais quoi, on part à sa prochaine idée. C'est correct aussi que ça marche pas, mais faut que tu l'aies fait. Ouais. Puis je pense que quand tu dévoues autant que ça peut juste fonctionner. Là. Dans le sens que... Écoute, je me dis, ben, j'espère. Là. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir. Là. Je trouve ça vraiment excitant. Est-ce que c'est hypoallergène? Oui. Par contre, nous, au début, on s'est dit, on veut-tu être écologique? T'sais, parce que nous, le nettoyage à sec, qui est écologique. Il y a une fine ligne entre écologique puis qui va vraiment détacher, parce que c'est sûr qu'on peut pas détacher à 100% quelque chose qui est 100% écologique puis biodégradable puis ci puis ça. Fait on joue sur cette ligne-là. Notre produit est autant meilleur et bon pour toi qu'il peut l'être tout en étant très performant. J'aime ça. On est des nettoyeurs. J'ai pas le choix que si tu utilises mon savon, t'attaches la spag. Comme les déos qui marchent pas, là. Ouais, non. C'est ça. Pas la poudre de bébé. Oui, il y en a des trucs, il y a des alternatives qu'on peut mettre, mais reste qu'à la fin de la journée, pourquoi t'achètes notre savon? D'une tâche. Oui, non. Je suis d'accord avec ça. La performance avant ça, mais
je me dis, plus les années vont avancer, plus qu'ils vont trouver des alternatives, les chimistes, ils vont arriver avec quelque chose, puis moi, je vais être la première à dire, hey, on peut swapper ça pour ça, hey, let's go, on le fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as la bonne vision. Écoutez, on est déjà à la fin de notre temps. Oui. Ça a bien passé vite. Je sais, ça a vraiment passé vite, mais pas besoin de checker le temps, je le sais. Mais merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis vraiment inspirée par vos entreprises, votre complicité, votre vision toute. Là, puis je trouve ça vraiment chouette que vous nous ayez donné de votre temps. Ouais. Donc, merci. Puis on vous souhaite beaucoup de succès. Puis à tous ceux qui nous écoutent, tous les liens vont être en description. Fait que si jamais vos produits vont peut-être être prêts d'être lancés lorsque l'épisode va sortir, là, fait que je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. J'ai hâte de voir fleurir encore plus. Exactement. Bonne journée. Merci pareillement. Ça a bien passé vite. Hey, pour vrai, vous êtes vraiment bonne. Oh, merci. Oui, vraiment. Vous aviez pas de questions, ça flowait, wow. Mais c'est parce que quand on avait des questions, ça flowait moins. On avait peur de on veut vraiment poser c'est parce que, tu sais, mettons, moi, je suis comme structurée, je suivais ma liste, là. Puis là, quand il y allait un peu plus with the flow, je suis comme... On a du temps, mais maintenant, nos invités nous ont suggéré de comme arrêter les questions, puis là, ça fait plusieurs épisodes qu'on les fait plus, puis on aime ça. On est plus à l'aise. On vérifie toujours avant si certains sujets sont comme plus sensibles, whatever. Mais là, on n'a pas beaucoup parlé, mais comme le chiffre d'affaires, des fois, des gens qui veulent le dire. On en avait discuté si on voulait tomber là-dedans. On était prêts. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Moi, je suis très à l'aise de dire que le financement vient d'ailleurs, parce qu'évidemment, à cet âge-là, je n'aurais pas eu l'argent. C'est impossible pour moi, tu sais. Puis je pense que les gens aiment ça aussi, savoir que c'est possible, tu sais. Oui, vraiment. Rencontre la bonne personne, puis c'est possible, tu sais. Non, puis moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment correct, puis j'aime toujours ça. C'est important, parce que c'est la première chose, l'argent pour le faire, ton projet. Tu sais, c'est plate, là. Tu peux avoir toutes les idées que tu veux, là. Ça prend des sous. Oui. C'est plate, là. Tu peux être la meilleure personne, la plus de toutes, là. Tu as besoin du dollar pour partir. Puis c'est correct de l'avoir ton dollar par quelqu'un dans ta famille qui est capable de te le donner. Vraiment. On dirait que les gens, c'est tabou, genre... Ça devrait pas. Ça devrait tellement pas. Mais maintenant, c'est un terme, le money love. Money love, ouais. Est-ce que vous connaissez le terme money love? Ouais, mais moi, c'est pas money love que je dis, c'est quoi? Tu dis I love money. C'est quoi, nous, qu'on dit? Du love money. On inverse les deux mots. Exact, c'est la même chose. Mais pour vrai, je pense qu'il y a tellement de monde qui sont financés avec le love money puis qui le disent juste pas. Ben, moi, je me suis fait proposer par un banquier. Ah, les banquiers, pour mon déménagement d'entreprise, c'était comme, ben là, t'as pas du love money, là? J'étais comme, ben non, pas ça, moi, comme... Pas là, il était comme... Là, il était genre, ben non, mais tu peux demander à d'autres gens de ta famille qui t'en donnent parce qu'ils t'aiment. Là, je suis genre, mon Dieu, à qui je demanderais tant d'argent que... Mais j'avoue que c'est un plan, puis c'est la BDC, puis c'est un investissement. C'est que c'est un stress de moins. Exact. Tu sais, c'est pas signé sur papier, c'est juste pas... Cette personne a plus de compréhension par rapport à son rendement puis à l'argent qu'elle va avoir que la banque qui est comme, ben nous, c'est le 30 que tu payes, puis si tu payes pas le 30, on s'en vient, tu sais. Oui, vraiment. C'est ça, je pense qu'il faut oser prendre l'opportunité. Moi, souvent, ça me fait peur. Ben pas ça me fait peur, mais c'est comme, je veux pas oser le faire. Ben, honnêtement, si t'es aligné avec tes valeurs, puis t'es honnête dans ce que tu présentes, puis tu crois à ton projet, je vois pas pourquoi ça devrait être gênant d'aller demander de l'argent là. Ben, c'est pas que ça me gêne. Moi, c'est comme, puis c'est pour ça que je posais des questions, puis je trouve ça intéressant, c'est que, en fait, moi, j'ai peur du jugement des autres de dire genre, c'est ma mère qui m'a financé, si ça quand que. Mais si ça serait pas ta mère, ça serait une banque, parce que ton projet va être bon. Ça serait quelqu'un d'autre. Puis mettons que je le fais là, oui, c'est ma mère que ça fait, genre c'est que les gens vont dire, c'est parce que c'est ta mère, ton projet est peut-être pas si bon que ça. Non, je suis sûre que ta mère travaille pour son argent, puis elle va pas juste te le donner comme ça. Ben non, arrange-toi avec. Clairement, là. Fait que, en tout cas, je trouve ça, j'aime bien vous entendre là-dessus. Merci. Okay, ben merci. Merci à vous. Merci à vous autres, c'est vraiment le fun. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.